Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous poserons cette grande question philosophique sur les marchés à l'heure actuelle. La défense peut-elle être un investissement à impact? Une question que nous poserons dans un instant à Kim Nguyen, président de Kermit. Ce sera la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous reviendrons sur des aspects fiscaux et notamment la CDHR qui vise à imposer un impôt minimum de 20% pour les plus hauts revenus en France, même si ça n'est pas encore entré en vigueur. Nous reviendrons sur les contours de cette décision avec Pierre-Elliott Blum, avocat associé chez Luma Avocat, mais aussi Jean-François Flitti, cofondateur d'Allure Finance. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous ferons le point sur l'impact du président américain Donald Trump sur les marchés financiers et comment se positionner en tant qu'investisseur particulier. Nous en parlerons avec Thaïs Castan, associée au sein du cabinet LEA Finance. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. La défense peut-elle être un investissement à impact? C'est le sujet qui va nous animer à présent dans Investir Responsable. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Kim Nguyen. Bonjour Kim Nguyen. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Kermit et nous n'avons malheureusement moins de 10 minutes pour évoquer un sujet aussi complexe que celui-là. Mais si on se pose la question, c'est parce que depuis 2 semaines, 3 semaines, tout le monde se la pose, même si honnêtement ça fait depuis le début de la guerre sur le sol ukrainien que un certain nombre d'investisseurs se posent la question. Mais depuis 2-3 semaines, ce qu'on entend, c'est que si la défense n'entre pas dans les stratégies d'investissement à un impact, on pourrait ne pas réussir à financer la défense en France, puisque les critères ESG deviennent bloquants vis-à-vis du financement de la défense. C'est ce qu'on a vu beaucoup dans la presse, et vous avez beaucoup réagi sur LinkedIn d'ailleurs sur le sujet. Je vous pose la question aussi large, Kim Nguyen, la défense peut-elle être un investissement à impact ? Alors déjà, je pense qu'il faut faire un petit peu le point sur ce dont on parle. Il faut rappeler que, effectivement, dans le cadre du plan européen REARM, il y a un certain montant assez conséquent d'argent qui a été prévu pour réarmer l'Europe. Bien sûr. 800 millions, dont une partie va être prise, la moitié va être prise par l'Union européenne. L'autre partie va être laissée aux pays. Et sur chaque pays, il y aura une partie qui va être financée par l'État lui-même à travers des déficits exagérés, de la dette, etc. Et puis, il va faire appel à l'épargne des particuliers et des institutionnels. Bien sûr. Il va falloir drainer un petit peu cet argent pour aider. Et c'est là où la question se pose de comment on va les attirer. Et d'ailleurs, précisons quand même pour ceux qui nous écoutent, on parle d'un mécanisme qui marche déjà pour financer des entreprises. La question, c'est quel type d'entreprise on va financer. Ouais. Et non seulement financer à un instant T, mais sur la durée aussi, parce qu'il va falloir, tout ça va monter en puissance et il va falloir maintenir la cadence. Si on réarme l'Europe et si on refait l'industrie, c'est très large. La question aujourd'hui, elle a plusieurs positions derrière ça pour dire comment on s'adresse à tous ces encours qui sont à travers les institutionnels ou à travers les particuliers qui sont là et qui sont importants. La première position, c'est la position de l'État qui a été très claire là-dessus, à travers la voix du ministre des Finances qui a dit on ne prendra pas de force, on va proposer des produits, notamment on va proposer des livrets A, on va proposer des obligations dédiées, c'est-à-dire on va collecter de l'argent qui va être fléché vers des activités de la défense. D'accord. Deuxième position. Donc vers l'investissement dans les entreprises de la défense. Tout à fait. Ou vers des projets, en tout cas, des entreprises et des projets spécifiquement liés à la défense. Il faut aussi savoir que quand on parle de défense, c'est très compliqué et on ne va pas rentrer là-dedans parce que techniquement, c'est vraiment un champ qui demanderait énormément de temps. Mais quand on parle de défense, quand on réfléchit, c'est vrai qu'on pense parfois intuitivement des tanks, des avions, etc. Mais c'est beaucoup plus large que ça au final. Refaire la défense, c'est refaire des systèmes de repérage comme le GPS ou des choses comme ça. Donc c'est pas forcément des armes. Bien sûr. Aussi la nourriture pour les soldats, c'est un champ qui est quand même extrêmement vaste. Donc il faut. Est-ce que quand on produit de l'acier, si cet acier sert à faire un avion de combat, est-ce que c'est de la défense ou non? Exactement. Et puis après, même quand on tombe dans le champ des armes, vous avez aujourd'hui, vous le savez, il y a des armes qui sont interdites par des conventions auxquelles la France a adhéré.
des pays européens ont adhéré et en sortent aujourd'hui. On parle de la Pologne qui se défend de ses frontières. Il y a des armes qui sont vraiment interdites, il y a des armes qui sont dites conventionnelles et des armes qui sont dites non conventionnelles. Bien sûr. Il y a énormément de débats parce que tous les pays n'ont pas adhéré à les interdire. Donc voilà, on est sur des champs de financement qui sont gigantesques avec des produits qui sont très très différents. La deuxième position, c'est la position de gens qui disent oui, mais attendez, c'est bien de dire on va financer tout ça, mais derrière, effectivement, ça fait 10 ans qu'on monte une finance qui est dite responsable ou durable, et cette finance, elle n'est pas compatible pour des raisons d'image, pour des raisons réglementaires, pour des raisons techniques liées à l'ESG, comme vous l'évoquiez. Ils disent c'est pas possible. Donc ça, il va falloir qu'on allège les règles. Bien sûr. Ça, c'est une deuxième position. Et il y a une troisième position aussi qui est de dire, qui va un pas plus loin, qui dit non, mais si on veut vraiment faire un effort, c'est pas seulement lever les blocages, mais il faut faire de la finance durable un levier. C'est-à-dire qu'il faut vraiment inclure l'armement dans le champ de la finance durable. D'accord. À travers des modifications de la taxonomie européenne qui identifie les activités qui doivent aider à passer au monde de demain, à travers des produits spécifiques qui seront identifiés comme étant verts, défense, etc. Il y a des positions assez tranchées là-dessus dans la presse. Tout ça, explique un petit peu le vaste sujet qu'il y a sur la table. Et différents acteurs de la finance durable qui ne sont pas forcément d'accord entre eux sur la position à adopter sur ce sujet. Exactement. La semaine dernière, il y a tout ça face à un enjeu de souveraineté quand même de la France et de l'Europe. Oui. En plus, sur l'argument, en tout cas de ceux qui veulent rentrer l'armement dans la finance durable, il est clair, c'est l'ODD 16, c'est-à-dire c'est les objectifs de développement durable de l'ONU qui spécifient dans le 16e spécifie bien que, en faisant référence à la Charte des Nations Unies, qu'on a le droit de se défendre. Donc on rentre tout à fait dans un cadre qui est même fixé par les Nations Unies. Donc voilà, on est tout à fait dans ce champ-là. Et il y a une quatrième position qui est celle de l'association dont je suis le vice-président, les acteurs de la finance responsable, qui dit non, attendez, le financement de l'armement, pourquoi pas, mais pourquoi le mélanger avec la finance durable, qui est un projet sur lequel on travaille maintenant depuis presque 10 ans. On a essayé de monter, on a expliqué aux gens ce que c'était, on a du mal à gagner en crédibilité. Je suis passé à de nombreuses reprises sur ce plateau pour expliquer beaucoup de choses sur la finance durable. On a du mal à expliquer aux gens, on a du mal à gagner en crédibilité. Ça y est, on prend un peu d'inertie et maintenant, on change les règles. Et pour nous, ça, à ce stade, c'est pas acceptable. Alors, je vais dire quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pour que vous puissiez effectivement nous expliquer. Est-ce que l'argument de dire faire rentrer la défense dans l'investissement durable, oui, parce que l'investissement durable bloque sinon l'investissement dans la défense. Est-ce que c'est un argument recevable selon vous ? Alors, je ne pense pas qu'il bloque. Il y a beaucoup de voix même de gens beaucoup plus techniques que moi et beaucoup plus seniors que moi sur le sujet qui se sont exprimés en disant que c'est un faux sujet. Aujourd'hui, le ESG ne bloque rien. Vous avez qu'à regarder le label ISR qui vient de se renforcer d'ailleurs, le label ISR qui vient d'être de plus en plus exigeant. Il n'interdit rien en matière d'armement en dehors des armes interdites par les accords internationaux d'Ottawa, etc. Et donc voilà, ça c'est vraiment la base, mais en dehors de ça, il n'y a rien d'interdit. Vous pouvez ouvrir un fonds ISR aujourd'hui, vous pouvez très bien trouver du Schneider, du Dassault, il n'y a pas d'interdiction formelle par rapport à ça. Donc je pense que c'est un faux sujet par rapport à ça. D'accord. Le vrai sujet, c'est un sujet de l'exclusion qui est lié souvent à l'image. Les gens hésitent effectivement à aller sur l'armement depuis des années, mais il faut dire aussi que ça a été favorisé parce que depuis des années, on s'est retiré du secteur de l'armement qui financièrement était quand même un secteur qui était quand même moins intéressant. Qui n'était pas porteur. Qui n'était pas porteur. Donc c'était aussi plus facile de dire voilà, on va complètement bannir les armes, on n'y va pas. Certaines sociétés de gestion les ont complètement interdites. Ok, tout ça c'est des choix. Est-ce que c'était des choix plus difficiles pour des entreprises pétrolières par exemple qui faisaient des performances où là pour le coup on les voyait on disait, mais quand même ça nous passe sous le nez. Il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Sur l'armement ça a été plus simple. Mais aujourd'hui il n'y a pas formellement d'interdiction par rapport à ça. Et nous on considère que les règles qu'on a mis en place depuis toutes ces années elles sont suffisantes par rapport à ça. En plus les encours aujourd'hui à mon sens, notamment sur l'impact qui est quand même la partie la plus avancée de l'investissement responsable, elle ne justifie pas de changer quoi que ce soit. Et je pense qu'on va ajouter de la confusion pour des gens qui souhaitent aller vers des fonds qui facilitent la transition, la régénération, la biodiversité. Et dedans, on va leur dire oui, mais vous savez, on a eu le droit, on a mis du Dassault, on a mis des choses. Donc pour moi, ça va rendre les choses confuses. Et nous, en tout cas, en tant qu'AFR à l'association, on souhaite vraiment défendre cette poche de dire voilà, on a construit cette finance, pourquoi aujourd'hui la dévoyer ou pourquoi modifier les fondamentaux. Oui. Je ne pense pas fondamentalement que ça change, les encours en tout cas justifient pas et les règles peuvent s'adapter. Et ce qu'on veut nous c'est de la transparence aussi. Bien sûr. On en parlait, je pense que l'investisseur il doit savoir dans quoi il va. Et effectivement, il faut lui laisser le choix et il faut lui laisser le choix en connaissance de cause, avec une connaissance des outils, une transparence suffisante pour qu'il puisse choisir. Ce que vous dites c'est il y a un enjeu effectivement de financement de la défense, mais pourquoi venir déconstruire ce qu'on a créé dans la finance responsable pour financer la
la défense. Les deux peuvent cohabiter, si je comprends bien. En plus, c'est des sujets qu'on a déjà eus, et même ici, je pense, sur le changement de la taxonomie à un moment pour inclure le nucléaire ou le gaz, qui ont été des sujets politiques qui n'étaient pas inclus au départ. On a changé la taxonomie pour des raisons politiques. Demain, qu'est-ce qui nous dit qu'on ne va pas encore à nouveau changer les règles du jeu en cours? Et je pense que tout ça, c'est vraiment très nuisible à l'image de la finance responsable ou durable, auquel petit à petit, quand même, les gens adhèrent. Bien sûr. Et ils veulent savoir où va leur argent. Il lui faut de la stabilité, si je comprends bien. Il faut une forme de stabilité. Et je trouve aujourd'hui que c'est pas un bon choix, effectivement, en tout cas de forcer l'inclusion. Et quant à lever les règles, comme je vous disais, je ne pense pas aujourd'hui qu'elles soient vraiment antinomiques avec le financement de la défense, en tout cas dans les proportions dont on a besoin. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Dernière question, comment est-ce que tout cela va évoluer selon vous? Effectivement, il y a différentes prises de position. Il y aura du coup pas forcément une réponse uniforme, mais différents choix au niveau des gérants directement? Oui, je pense que chaque société de gestion, et c'est ce qu'on souhaite nous, c'est que chacun fait en connaissance de cause, en affichant ses choix, et laisse après l'investisseur décider. Et je pense que c'est la meilleure chose. Il y a des sociétés de gestion, notamment à l'étranger, où ils sont très avancés sur le sujet, aux Pays-Bas, qui disent non, ça, on n'en veut pas, on ne veut pas. Voilà, c'est un choix clair. Vous pouvez y souscrire ou pas. Il y a des sociétés de gestion qui vont dire, on va créer des fonds spécifiques. Aujourd'hui, c'est BNP, Amundi ont annoncé la création de fonds spécifiques armement, et l'AMF d'ailleurs va alléger ses règles d'agrément pour aller plus vite sur la création de ces fonds-là. Bien sûr. On est dans cette logique-là. Pourquoi pas? Encore une fois, tout ça est tout à fait honorable et fait partie du travail de la finance. Mais il faut le séparer du problème de la finance durable. Et bien communiquer sur le sujet pour un maximum de transparence vis-à-vis des investisseurs concernés. Tout à fait. Merci beaucoup Kim Nguyen de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le président de Kermit. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons faire un focus fiscalité et plus particulièrement évoquer la contribution différentielle pour les hauts revenus, donc qui figure dans la loi de finances 2025. Quel impact concrètement pour les hauts revenus, si c'est validé par le Conseil constitutionnel? Nous allons en parler avec Pierre-Elliott Blum, avocat associé en fiscalité au sein de l'UMA Avocat. Bonjour Pierre-Elliott Blum. Bonjour Nicolas. Mais aussi avec Jean-François Flitty, cofondateur d'Allure Finance. Bonjour Jean-François Flitty. Bonjour Nicolas. Merci à tous les deux d'être là pour décrypter un petit peu ce sujet fiscalité. Quand on parle de CDHR, Pierre-Elliott Blum, on parle d'une imposition minimum pour les plus hauts revenus de 20%. C'est ça? C'est-à-dire cette idée qu'il faut qu'on paye au minimum 20% d'impôts quand on fait partie des hauts revenus. Exactement. Donc, à compter des revenus 2025, une nouvelle contribution instaure une imposition minimale de 20% pour les contribuables qui perçoivent, quand on est seul, plus de 250 000 euros de revenus. Et pour les contribuables en couple, plus de 500 000 euros de revenus. Autrement dit, on vient augmenter l'imposition pour les contribuables qui perçoivent principalement des revenus de dividendes ou de plus-value, qui, soumises à la flat tax, donc au prélèvement forfaitaire unique de 12,8% d'imposition, ont une imposition inférieure à 20% d'imposition. Alors, cette décision, cette contribution différentielle sur les hauts revenus, ça avait été évoqué par le gouvernement Barnier. On nous avait dit qu'on ne l'aurait pas. Finalement, on l'a eu dans cette loi de finances 2025. Ensuite, on a entendu qu'il fallait que le Conseil constitutionnel valide. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On en est toujours un peu en attente de la décision du Conseil constitutionnel. A priori, je ne vois pas de difficulté au fait que cette contribution soit instaurée et mise en place à compter de 2025. Il faut savoir qu'on a déjà une contribution un peu équivalente, qui ressemble, qui est la contribution exceptionnelle sur les revenus. Qui porte bien son nom. Qui porte bien son nom, qui était exceptionnelle mais qui a été maintenue sur le long terme. Donc a priori, cette contribution différentielle sur les revenus n'aurait vocation à s'appliquer que sur les revenus 2025. Mais à voir si le gouvernement maintient cette contribution différentielle sur les années suivantes. Alors, ce qu'on a vu quand même, c'est que lorsque la CRDS a été mise en place en 1996 et qui, elle également, ne devait être que temporaire, finalement, et qui devait s'arrêter en 2009, elle continue encore aujourd'hui. On aime le temporaire durable en fiscalité, c'est ce que vous nous dites ? Exactement. Et je viendrai compléter également un point, c'est qu'effectivement, cette contribution touche effectivement les personnes qui reçoivent essentiellement des dividendes et des plus-values, mais également les dirigeants d'entreprises qui, eux, pilotent, entre guillemets, optimisent leur fiscalité d'une part, entre guillemets, entre leur rémunération d'activité et leurs dividendes. Justement, cette contribution est justement faite pour, entre guillemets, impacter ce type de catégorie de dirigeants qui percevaient
plutôt peu de rémunération et beaucoup de dividendes. D'accord. Voilà. Et donc là, ça permet de venir assurer un minimum de rémunération de 20%. Pour bien comprendre, on a des tranches d'imposition sur le revenu qui peuvent aller jusqu'à... Arrêtez-moi si je me trompe. 45%, c'est ça. Ça veut dire que de toute façon, quand on dépasse un certain seuil de revenus et de salaire, être imposé à 20% de son salaire global, bon, c'est pas si choquant. Il y en a qui le font déjà, qui sont déjà, qui vivent déjà ça aujourd'hui. Et là, l'idée, c'est justement d'aller mettre sur une imposition pour ceux qui ne percevaient pas via des salaires. Hein, c'est bien ça. C'est exactement cela. Donc en fait, soit ceux qui pilotaient, soit qui en fait ne touchaient des revenus d'un patrimoine. D'accord. Exactement. Donc et les 45% sont majorés quand même d'une autre contribution qui s'appelle la CEHR, qui est de... Ce dont parlait Pierre-Elliott Blum, oui, bien sûr. En plus des 45%. Donc on est vite à 49%. D'accord, ok. Voilà. Et là, effectivement, on est près de 50% quelque part d'imposition sur le revenu. Alors, il faut juste préciser que cette nouvelle contribution vient quelque part mettre à mal la flat tax. D'accord. La flat tax. Oui, c'est ça qu'il faut, que j'aimerais comprendre. On parle de 20%, la flat tax, c'est quoi? C'est 30%. Alors la flat tax, c'est 30%, mais c'est 30%... d'une part avec 12,8 d'impôts et 17,2 de prélèvements sociaux. Bien sûr. Et donc en fait, cette contribution vient majorer à 20, c'est-à-dire les 12,8 pour les faire passer à 20. Donc au final, on n'est plus à 30, on est finalement à 37,2%. D'accord. Voilà. Donc ça vient majorer très significativement le taux effectif global. Et l'idée du législateur, c'est de toucher à peu près 25 000 personnes pour à peu près 2 milliards de recettes supplémentaires. Donc ça va vraiment, ça va vite. Pierre-Elliott Blum, est-ce que ça change déjà, est-ce que votre téléphone sonne plus depuis début janvier avec ce sujet effectivement de ceux qui voudraient, qui piloteraient par exemple leur rémunération et qui se posent la question de savoir si oui ou non le Conseil constitutionnel va valider, puisque il y a l'annonce et maintenant il y a l'attente. Donc l'attente peut créer de l'angoisse. Il y a effectivement, non pas une angoisse, mais des stratégies à mettre en place, des simulations qu'on met en place pour des clients pour vérifier, pour voir un petit peu l'impact qu'aura cette contribution différentielle sur les revenus, sur leur fiscalité au titre des revenus 2025. Je ne dirais pas qu'il y ait une inquiétude de nos clients d'une manière générale. On sait de toute façon qu'on est dans une mouvance d'augmentation de l'imposition, et pour les contribuables qui ont... je dirais davantage de revenus, c'est une contribution qu'ils pourront supporter, mais malgré tout, il y a effectivement des arbitrages à mettre en place sur, comme vous le disiez Jean-François, sur un peu plus de rémunération pour peut-être arriver au seuil de 20% sans toutefois le dépasser de manière outrageuse pour limiter effectivement l'impact de cette contribution. C'est la question qu'on peut se poser et que doivent se poser un certain nombre de personnes effectivement qui, alors on parle de hauts revenus bien sûr, est-ce que ça remet en cause les pilotages anciens et est-ce que du coup on se verse plus de salaire pour moins de dividendes? En fait, pas tout à fait. Non, je vous vois tous les deux faire non. Oui, donc ça au moins. En deux mots et rapidement, pas tout à fait, parce qu'on peut encore optimiser les charges déductibles du revenu global par tout un tas de possibilités, comme les versements de pension à un ascendant ou à un descendant, certains dispositifs de défiscalisation immobilière comme la loi Malraux ou le Pinel. D'accord. Donc il faut investir. Bien sûr, les versements en PER, en plan d'épargne retraite. D'accord. Tous ces dispositifs permettent de réduire le montant de revenus éligibles à la CEHR. Et l'idée, c'est de passer sous les 250 000 euros quand on est une personne seule, ou sous les 500 000 euros lorsqu'on est un couple sous un foyer fiscal unique. Pierre-Elliott Blum, ça ne remet pas donc complètement en cause des stratégies qui auraient pu être imaginées en 2020, 2021, 2022 ? Absolument pas. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on anticipait de toute façon, l'augmentation des prélèvements. On constate depuis de nombreuses années que les contributions ou le prélèvement, d'une manière générale, augmentent, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. Et donc, il n'y a pas forcément de surprise particulière, puisque de toute façon, que l'on ait parlé de la contribution différentielle ou de la flat tax, qui était elle aussi dans le viseur Bien sûr, c'est vrai qu'on en a du Parlement et du gouvernement. Et donc, finalement, ils ont mis en place cette contribution qui, a priori, ne s'appliquerait que sur 2025. À voir si, bon, voilà, c'est
sur le long terme, mais bon, on ne toucherait pas à la flat tax. Donc malgré tout, on s'attendait à une évolution de la fiscalité, et c'est cette contribution-là qui a été mise en place et qui va être complètement assumée par les contribuables, mais qui aura un impact a priori que sur 2025. Alors ce qu'il faut ajouter, c'est qu'un acompte devra être payé à hauteur de 95% de cette contribution entre le 1er et le 15 décembre, et que, à défaut, si cet acompte n'était pas payé ou s'il n'était pas justement qualifié, justement calculé, eh bien, des pénalités seraient exigibles à hauteur de 20%, donc une pénalité de 20%. Alors là, vous avez mentionné quelque chose qui, pour le coup, sans créer de l'angoisse, attire mon attention. Justement calculé. Par qui ? Pas par l'administration fiscale, du coup, c'est du déclaratif. D'accord. C'est la responsabilité du redevable. D'où l'intérêt du redevable de bien se faire conseiller en amont par mon confrère, par exemple, ou par des personnes telles que nous, pour justement évaluer au plus juste le montant qui doit être payé en acompte entre le 1er et le 15 décembre. Et alors, effectivement, on ne sait pas quelle sera la décision du Conseil constitutionnel, mais on peut s'attendre à ce que ça entre en vigueur quand même. Là, pour le coup, je vous vois tous les deux faire oui. Tout à l'heure, vous dites Pierre-Elliott Blum, oui, c'est une question de temps, mais il faut s'y préparer pour cette année, pour les clients concernés, enfin pour les gens qui nous écoutent, qui sont concernés. Il faut complètement s'y préparer, puisque je pense que sans grande surprise, cette contribution sera mise en place. Et donc, effectivement, il faudra anticiper l'acompte à verser au cours du mois de décembre, qui en fait une sorte d'anticipation des paiements qui a été mise en place par le gouvernement pour éviter évidemment la notion de rétroactivité de la loi fiscale. Et donc on a mis en place cette contribution, cet acompte à compter de décembre pour percevoir des fonds un peu plus rapidement. Donc moi, mon conseil auprès de mes clients, c'est d'anticiper le paiement de cette contribution et puis de commencer à travailler sur quelques petits investissements comme Jean-François l'a indiqué, pour pouvoir un petit peu passer sous les seuils ou pouvoir réduire à minima le montant de la contribution pour le paiement en 2025. Oui, parce que ça peut être significatif, parce que la somme de ces investissements... C'est ce que j'allais dire, l'environnement fiscal global est de plus en plus contraignant quand on a des hauts revenus en France. Alors, Jean-François Fouti. Il est effectivement très contraint, mais il reste un certain nombre de charges déductibles du revenu global. L'idée, c'est pas d'être exhaustif sur ce plateau, mais toutes ces charges, si on les optimise bien sur l'année 2025, si on fait une planification de ces charges, on peut effectivement réduire ce montant de revenus qui sera effectivement exigible, dont un taux sera exigible à la contribution différentielle. Merci beaucoup, messieurs. On va suivre effectivement la décision du Conseil constitutionnel dans les prochains jours ou prochaines semaines vis-à-vis de la CDHR, contribution différentielle pour les hauts revenus. Merci Pierre-Elliott Blum, avocat associé donc spécialisé en fiscalité au sein de l'UMA Avocat, et Jean-François Flitti, cofondateur d'Allure Finance. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil de l'expert. Et nous finissons donc cette émission avec l'œil de l'expert, un œil de l'expert où nous avons le plaisir de retrouver en plateau Thaïs Castan. Bonjour Thaïs Castan. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé au sein du cabinet L&A Finance, et ensemble nous allons revenir sur l'impact de l'élection de Donald Trump sur les marchés financiers. Alors ces marchés financiers qui avaient plutôt applaudi d'ailleurs l'élection du nouveau président américain, puis on voit que quelques mois après, cette élection peut avoir un impact sur la baisse, enfin sur les marchés financiers qui pour le coup sont plutôt orientés à la baisse à l'heure actuelle. Est-ce que selon vous, c'est le signe avant-coureur de quelque chose de plus conséquent ? Est-ce qu'on peut prononcer le mot de krach boursier ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Alors, pas nécessairement. D'accord. On constate que la situation actuelle relève plutôt d'ajustement tactique plutôt que d'effondrement structurel, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Les marchés anticipent forcément une volatilité accrue à la veille et puis à la suite d'élections américaines, mais les fondamentaux restent solides, notamment aux US, avec des résultats d'entreprises plutôt positifs, une croissance quand même qui reste modérée. Bien sûr. Et puis donc tout ça, ce sont des signaux plutôt positifs. Les US restent quand même la locomotive économique mondiale. Donc si vous voulez tourner le dos aux US du fait de cette élection et des soubresauts à court terme,
parce que finalement l'élection date depuis seulement 2 mois. Bien sûr. Il y aurait une erreur stratégique de la part de l'Europe. Donc voilà, garder une stratégie long terme et mondiale est importante. Les marchés anticipent souvent de quelques mois les réalités économiques. Est-ce qu'il ne faut pas voir dans cette baisse des marchés des inquiétudes vis-à-vis de la politique économique aux États-Unis à l'heure actuelle ? Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on constate que, à la suite d'une élection américaine, sur les 12 mois qui suivent, les marchés sont à la hausse. Il y a de la croissance. Donc, ça veut dire que cette élection politique génère de l'incertitude et peut-être un manque de confiance, si vous voulez, à court terme, mais que sur le long terme, ça génère des opportunités pour les investisseurs et les marchés sont plutôt à la hausse. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Est-ce qu'il faut justement redouter une nouvelle ère d'incertitude économique sous Donald Trump ? Alors, incertitude politique, oui. D'accord. Imprévisibilité aussi. En ce qui concerne l'instabilité politique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Donald Trump, durant son précédent mandat, a quand même mené une élection pro-business. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a baissé les impôts, qu'il a dérégulé l'ensemble du pays et qu'il a relancé, si vous voulez, tout l'aspect industriel. Bien sûr. Donc tout ça a eu des aspects positifs sur le marché lors de sa précédente élection. Donc le marché s'en souvient par rapport à ça. Non, les points de tension sont essentiellement sur la politique commerciale. Bien sûr, sur les droits de douane. Ouais, et puis avec une escalade protectionniste vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Europe. Donc ça, c'est des points de vigilance parce que ça va porter préjudice sur certains secteurs potentiellement. On pense notamment au secteur de la tech, au secteur des exportations industrielles. Mais ça va aussi en favoriser d'autres, c'est-à-dire potentiellement favoriser le secteur de la consommation domestique. Bien sûr. Et donc, par exemple, des secteurs comme l'énergie, comme la défense. Et en ce qui concerne la France, pour revenir un petit peu sur nous, bien sûr. L'État a saisi la balle au bout en créant un fonds pour que l'investisseur participe finalement à l'effort national de réarmement. Et donc, vous voyez, ça peut être des opportunités comme ça à saisir du fait du contexte. Ça veut dire que le contexte actuel peut être source d'opportunités, il peut y avoir des points d'entrée particuliers aujourd'hui à saisir quand on veut réaliser des investissements ou renforcer des positions ? Absolument. La volatilité crée des points d'entrée, surtout pour les investisseurs long terme qui vont se positionner sur des valeurs qui vont être robustes, qui vont être surtout résilientes aux incertitudes politiques, si vous voulez. Après, ces valeurs, souvent on demande quelles sont-elles ces valeurs pour mieux cibler. Alors, il y a des groupes qui résistent contre vents et marées, ça va être Coca, Procter & Gamble. Il va y avoir des groupes également de la tech, comme notamment Microsoft, comme Oracle, ou des groupes de la santé qui sont très résilients, comme Johnson & Johnson, Pfizer. Voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut rester sélectif sur ces valeurs et se concentrer sur des gros groupes plutôt stables, mais ne pas fuir les marchés. Bien au contraire, ça va générer des opportunités et un timing. Merci beaucoup Thaïs Castan de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet LEA Finance. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Smart Patrimoine et je vous donne rendez-vous prochainement sur Be Smart for Change.